Bonsoir à tous. Donc, merci d'être là pour cette petite discussion sur l'injection de dépendance dans Angular. Je me présente, je m'appelle Antoine Dio, je suis développeur web, freelance. Quelques infos sur mes réseaux sociaux. J'ai mis YouTube parce que là, vous avez vu, je filme un petit peu le talk ce soir, donc vous pouvez le retrouver. Et si après vous avez des questions, des remarques, des insultes, n'hésitez pas à aller faire ça là-bas. De toute façon, je refuserai vos commentaires. Alors, pour parler d'injection de dépendance, en fait, je vais d'abord vous poser une question toute bête, qui est pourquoi un framework? Why is Angular? Alors, c'est une vraie question. Est-ce que vous savez, en fait, pourquoi on aurait besoin d'un framework, en fait? Quand je dis framework, c'est au sens large du terme, hein, Angular, Symfony, Spring Boot, etc. Non, vous avez aucune opinion sur le sujet? Bon, c'est pas grave. En fait, la question est un peu piège. C'est pas tant le pourquoi d'un framework, c'est pourquoi on en est venu à faire des frameworks. À l'origine, en fait, une époque pas si lointaine que j'ai connue malgré mon grand âge, quand j'étais dans le jeu vidéo, on utilisait ce qu'on appelle le paradigme impératif, où les actions vont du haut vers le bas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre code, typiquement du C, du C++, et qui va appeler des librairies qui sont dans la couche inférieure. Et elles-mêmes vont appeler d'autres librairies qui sont aussi dans la couche inférieure. Certaines librairies sont écrites par vous, d'autres sont écrites par d'autres personnes, et en fait, tout le contrôle se fait du haut vers le bas. C'est encore utilisé aujourd'hui. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est Linux. On repose globalement intégralement sur ce système de paradigme impératif. Maintenant, c'est un peu daté, c'est quand même pas super pratique. J'ai moi-même énormément souffert quand j'étais justement dans ce paradigme dans le jeu vidéo, parce que voilà, quelqu'un écrivait une librairie, il fallait comprendre ce qu'il voulait faire, etc., etc. Et puis surtout est apparu le paradigme objet, typiquement Java dans les années 90, et puis tous les langages qui sont rattachés à ce paradigme, PHP, Python je crois, je suis pas trop sûr de ce que je dis, mais en tout cas JavaScript, même si c'est un langage objet un peu particulier, mais ça reste un langage de type objet. Et puis TypeScript, évidemment, dans Angular. Et avec le paradigme objet est apparu une bonne pratique, un pattern, une façon de faire les choses qui s'appelle l'inversion de contrôle. Alors, si vous allez sur la page Wikipédia de l'inversion de contrôle, c'est assez indigeste. Je vais vous le résumer. L'inversion de contrôle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise un framework, en fait. Et on en vient à la fameuse question du pourquoi un framework. Un framework, en fait, c'est un paquet de code qu'on nous donne, et il y a des trous dedans, et c'est à nous de les remplir. Typiquement, Angular, c'est ça. Vous récupérez Angular, et vous commencez à créer des composants, des pipes, des directives, des services. Vous ajoutez du code que vous donnez à manger au framework. À partir de là, le framework, lui, se débrouille. Accessoirement, il vous donne tout un tas d'outils. Alors, c'est quoi l'intérêt de la chose? Il y en a plein. Déjà, à la base, c'est que le fait d'avoir un framework, c'est une structure commune en termes de projet et en termes de développeurs, je vais dire. C'est-à-dire que moi, quand j'en suis à mon 3e projet Angular, j'ai une méthodologie, j'ai une mise en place qui est commune entre les projets, qui éventuellement s'améliore, s'affine, mais surtout, je suis pas obligé de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et puis si j'ai un développeur qui vient avec moi sur le projet, qui lui-même fait du Angular, comme j'imagine vous ici, vous n'avez pas besoin de comprendre toute ma logique. Vous avez juste à connaître Angular. Donc il y a une phase, évidemment, une courbe d'apprentissage à connaître, mais une fois que vous l'avez, on peut parler, vous et moi, un langage commun d'une certaine façon. Autre avantage d'un framework, c'est que c'est écrit par des gens qui sont sûrement beaucoup plus doués que moi, et beaucoup moins feignants que moi, genre des ingénieurs de Google, et automatiquement, on se repose un peu sur les épaules des géants. Et donc, on a une qualité de code qui nous est fournie, qui est quand même éprouvé, fiable. En plus, tous ces principes-là, et typiquement l'injection de dépendance, on va y venir, c'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. Mais maintenant, c'est bien en place. Et puis, dernier point, parmi beaucoup d'autres, mais comme je vous l'ai dit, ce qu'on fait avec un framework, c'est qu'on lui donne des bouts de code, on lui donne à manger des composants, des services, etc. Et on n'est pas obligé d'avoir à gérer nous-mêmes tout ce qui va être générer le DOM depuis un composant, créer les services par des objets new, par des appels à new, etc. Ce qui fait qu'on a moins de code à produire pour avoir notre logiciel, et donc moins de code, moins de bugs. On est quand même gagnant. Alors sur ce petit schéma, vous avez remarqué, j'ai laissé un espace vide, qui est à mon sens le plus important, parce que, comme je vous l'ai dit, ces bouts de code qu'on va donner
à Angular, il va falloir qu'il les gère. Ces bouts de code, typiquement, c'est quoi? En fait, ce sont des classes. Presque que des classes. Et ça, c'est une petite particularité, je pense, de Angular. Donc 95% du temps, j'imagine que vous passez des classes qui peuvent être des composants, classe myComponent, etc., classe myService, etc., classe myPipe, etc. Et Angular va être absolument miraculeux parce qu'il va les instancier, il va les relier entre eux, il va s'assurer que tout fonctionne bien, il va même nous prévenir quand il en manque avant même que l'application se lance. Tout ce travail qui est fait donc dans ce petit bloc vide, en fait, c'est le travail de l'injecteur. Et on en vient enfin à l'injection de dépendance. L'idée est donc de faire en sorte que tous nos éléments de code qu'on balance dans le framework, et là ce que je vous décris fonctionne pour Spring Boot, fonctionne pour Symfony, fonctionne pour Angular 1 et évidemment fonctionne pour Angular 2, 4, 5, etc. Donc il faut que tous ces éléments puissent communiquer entre eux, puissent fonctionner, puissent être, simplement exister à un moment. Parce que n'oubliez pas que vous créez classe myComponent, mais à aucun moment vous n'écrivez new myComponent. Ça, c'est le boulot du framework, justement. Alors maintenant qu'on a vu un peu les principes théoriques, on va passer au code. Il y a pas mal de code dans mes slides, donc j'espère que vous, au fond, vous verrez bien. J'ai essayé d'agrandir au maximum. Donc, on va commencer par le truc le plus bête du monde, un composant quasi vide, que voici. Ce qu'on remarque, c'est que par son constructeur, il reçoit un service qui s'appelle user service. Voilà. Jusqu'ici, tout le monde comprend ce code-là? Pas de problème, vous faites tous du Angular, hein, rassurez-moi. Non, pas toi? Pas encore. Bon, j'espère que ce soir, tu arriveras à comprendre ce code-là avec ce que je vais raconter. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Simplement, je suis en train de dire quand tu auras besoin de ce composant AppComponent, qui, par exemple, va afficher une liste d'utilisateurs, je vais avoir besoin de ce service qui s'appelle user service, qui me permettra de récupérer une liste d'utilisateurs éventuellement. Et donc, pour cela, Angular va s'occuper d'injecter, via le constructeur du composant, le service. Alors, c'est quoi un service exactement? Un service, c'est une simple classe. Et cette simple classe, on le voit ici, elle a une méthode qui s'appelle getUser qui va retourner des utilisateurs. Mais pour récupérer cet utilisateur, elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'un accès à l'API. Justement, cette API, pareil, c'est un service qu'on va injecter via le constructeur, en indiquant simplement la classe, et puis en le créant en tant qu'attribut au sein de notre classe user service. Donc là, c'est des choses... c'est un peu le 101 de l'injection, c'est ce qu'on vous montre en premier dans la documentation Angular. Je passe rapidement sur API Service, hein, qui est une simple classe, encore une fois, avec une méthode pour récupérer depuis une URL, etc., etc. Alors, petite digression rapide à propos de ce qu'on vient de voir. Dans ces logiques-là d'injection de dépendance, il y a cette volonté aussi de vouloir faire ce qu'on appelle de la Single Responsibility Principle, principe de responsabilité unique. Une classe, un service, doit faire une et une seule chose et le faire bien. Typiquement, si j'avais mis mon code HTTP d'appel HTTP dans user service, c'est mal. Il ne faut pas faire ce genre de choses. L'injection de dépendance est là pour nous aider à éviter ce genre d'erreur. C'est là pour nous dire, découpez votre code, faites des modules, faites des services séparés qui font chacun bien leur boulot. Et profitez de l'injection de dépendance pour injecter et ne pas vous préoccuper de dans quelle ordre ça va arriver. Ah ouais, il faut d'abord que j'instancie mon service HTTP pour pouvoir l'utiliser dans user service. Non. Ça, c'est le boulot de Angular. Alors, une chose très très importante à bien comprendre avec l'injection de dépendance, c'est que majoritairement, on verra minoritairement la petite partie particulière, notamment dans Angular, l'injection de dépendance repose sur de la configuration. C'est le cas typiquement dans des frameworks comme Symfony ou Spring Boot. Dans Symfony, que je connais un petit peu, quand vous avez des services, vous les déclarez dans un fichier de configuration qui s'appelle service.yml. YAML. C'est en dehors du code.
Dans Spring Boot, ils étaient un petit peu comme ça il y a quelques années, c'était des fichiers XML. D'après ce que je sais, maintenant, ça se passe par des annotations. Et dans Angular, comment ça se passe? Eh bien, dans Angular, ça se passe en code. Il y a un petit côté un peu roots, même depuis Angular 1, et qui apparaît encore dans Angular 2, 4, 5, c'est qu'on fait tout par code. On n'a pas de fichier de config, ou très très peu, hein, je ne veux pas mélanger avec les fichiers de config d'Angular CLI. Nos services sont déclarés au sein d'un module ou des composants. Alors, quand c'est déclaré au sein d'un module, voilà comment ça se présente, c'est aussi simple que ça. J'ai mon module et j'ai l'attribut providers qui va dire les services que je vais avoir besoin d'utiliser pour qu'ils soient injectés. Alors là, il y a une petite chose qu'il faut remarquer, c'est que depuis le début, je prononce le mot service, qui est un terme générique employé sur la plupart des frameworks, etc. Et bizarrement, dans ngModule, en fait, ce qu'il y a ici, c'est providers. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis service? Dans PHP, Symfony, le fichier s'appelle service.yaml. Là, c'est providers. On va y venir. Donc, quand vous avez un module, l'idée, c'est que vous mettez vos services dans ce module, vous les configurez ici, vous dites, voilà, il y a tel et tel service, et à partir de là, ils sont distribués globalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut souvent se faire piéger à cause de ça. Quand vous déclarez des composants dans un module, vous les mettez dans déclaration, et il n'y a que le module qui peut les voir. Sauf si vous les déclarez aussi dans l'attribut export. Vous savez tout ça, c'est bon? Oui. Avec les providers, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. À partir du moment où vous avez des providers déclarés dans un module, ils sont automatiquement exportés. Donc si mon module ici, je l'importe dans un autre module, alors cet autre module aura accès au provider. Si on veut éviter d'avoir des providers qui se baladent dans tous les sens, il y a une solution, c'est de déclarer nos providers au niveau des composants. Là, le fonctionnement est légèrement différent. Donc là, on voit mon composant. C'est exactement la même syntaxe, providers, avec un tableau de services, de classes. Et à partir de là, mon composant aura accès à mes services, mais aussi tous les composants enfants de mon composant principal. Alors quand je dis composant enfant, ne confondez pas, hein, c'est pas de l'héritage. C'est-à-dire que si j'ai par exemple app et puis à l'intérieur j'ai user list et puis dans le template à l'intérieur de user list j'ai user, ça veut dire que eux accèdent à API service et user service. Donc là, ce que je vous ai décrit, c'est un peu le 101, la base de tout ce qui est injection de dépendance, de service, qu'on retrouve vraiment dans quasiment tous les frameworks, ça fonctionne sur cette logique-là. Maintenant, Angular, on peut faire d'autres choses. Et typiquement, on peut se dire, et si on voulait injecter autre chose que des classes? Si on voulait mettre une string, un object, un number, ce qu'on veut. Par exemple, on a vu, j'ai un service qui s'appelle API Service. J'aimerais bien lui injecter par configuration l'URL de mon API. Bon. De façon plus ou moins instinctive, j'aurais tendance à écrire ce genre de code. Qu'est-ce que je fais? J'injecte API URL et puis c'est quoi? C'est une string. Mais souvenez-vous, tout ce qui est injecté doit être configuré préalablement, que ce soit dans un composant ou que ce soit dans un module. Je vais le faire. Je vais écrire ceci alors. Mais à quel moment je peux indiquer la valeur de API URL? Comment est-ce que je fais pour lui dire que c'est api.domain.com par exemple? Là, tel quel, je ne peux pas. Pour remédier à ce problème et avoir un fonctionnement très générique, Angular a mis en place un système qu'ils appellent les injection tokens. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient choisi ce mot-là. En fait, un token, qu'est-ce que c'est? C'est un identifiant. C'est un peu comme dans un objet où vous avez clé et valeur. Le token, c'est la clé, et la valeur, c'est la valeur que vous voulez injecter. Donc, typiquement, c'est ce que vous avez là. Vous avez un token qui identifie une valeur, qui pourrait être une classe, une string, un object, et même une interface. Et on va voir pourquoi c'est très intéressant de pouvoir injecter des interfaces. Donc, à partir du moment où on a un token, donc il sert à identifier clairement ce qu'on veut injecter, comment est-ce qu'on va l'utiliser? De façon très simple. Mon API service qui a besoin d'une URL,
je vais utiliser le décorateur @inject, auquel je passe en paramètre API URL en majuscule, c'est le nom de mon token. C'est mon token en fait. Et puis ensuite, private API URL string, là c'est ceinture et bretelle, puisqu'en fait on est en train de préciser que c'est bien une chaîne qu'il va recevoir et donc il ne pourra pas manipuler n'importe quoi. Maintenant, il faut qu'on puisse quand même définir ce que c'est que ce API URL en majuscule. Alors c'est assez simple. Moi, personnellement, je trouve que ça pique un peu les yeux quand même, parce qu'on revient à quelque chose qu'on est censé éviter. On revient au new. Voilà, là je crée un injection token de type string. Donc ça, je suis en train de lui dire, voilà, un token qui permettra d'injecter une string. Et on stocke ce token dans une variable qui s'appelle API_URL. Le description que vous voyez là en paramètre du constructeur, ça sert juste au debugging en fait. C'est-à-dire que si à un moment vous vous êtes planté dans la manière dont vous avez déclaré vos tokens, etc., il sera capable de vous le signaler en mettant la chaîne de caractères qui est là. C'est un peu l'équivalent du toString en fait. Donc maintenant on a quoi? On a un token, on peut l'injecter, on l'a vu dans le slide précédent, il faut lui associer une valeur maintenant. Et c'est là qu'on va retrouver la syntaxe, entre guillemets, universelle d'Angular pour gérer l'injection de dépendance, qui a cette forme-là. C'est mon tableau de providers, qu'on peut avoir dans un module ou dans un composant, qui va recevoir une liste d'objets, et chaque objet aura l'attribut provide. C'est le plus important, c'est l'identifiant. Ça dit, voilà, je vais fournir en injection à un moment ou à un autre, pour ceux qui en auront besoin, je vais fournir quelque chose à injecter qui aura comme identifiant API_URL. Et ceux qui l'utiliseront recevront alors comme valeur useValue http://api.domain.com/vr. C'est de cette façon-là qu'on peut injecter donc une chaîne au sein de n'importe quel service, composant, pipe, etc. Alors on pourrait se poser la question, à quoi ça sert d'injecter une chaîne? Il y a plein de cas d'usage. En réalité, j'en ai croisé qu'un seul. Mais comme tout, dans ces moments-là, en fait, vous utilisez Angular et à un moment, vous vous retrouvez bloqué, vous faites une petite recherche et là, vous découvrez « Ah oui, mais je pourrais faire comme ça, ce serait pas mal. » C'est typiquement ce qu'on a avec tout ce qui est injection de dépendance. Alors, là, pour celui-ci, je vous donne un exemple, c'est un cas d'usage pour les tests. Voici un bout de code qui teste mon composant. Donc là, je suis en train de configurer le module de test, et je lui dis, OK, tu vas utiliser l'API service, et accessoirement, tu utiliseras comme URL http test.api.domain.com. Donc on a d'un côté le module classique de mon app qui lui utilisera api.domain.com, parce que c'est comme ça qu'il est configuré. Et de l'autre côté, on a le testing module qui lui utilisera test.api.domain.com. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment je n'ai eu besoin de réécrire API service. J'ai juste eu à faire une injection de API URL, donc encore une fois, il y a un token, et lui dire tu utilises telle valeur. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'injection des classes, parce qu'il y a un petit secret derrière. Vous vous souvenez, j'avais écrit ça. J'avais écrit provider, API service, virgule, user service. C'est bizarre parce que cette syntaxe, elle ne correspond pas du tout à ce qu'on vient de voir. Provide, use value, etc. Ça, c'est parce que Angular, ils sont super gentils avec nous. Ils nous donnent plein de sucre syntaxique. Ils le font typiquement avec le ngFor dans les templates et autres. Là, ce qui se passe, c'est que quand vous écrivez ce code-là, en sous-main, ce qui est généré, c'est ceci. Comme vous voyez, c'est un petit peu plus brutal, c'est moins agréable à lire, mais ça revient exactement au même. C'est-à-dire que là, en fait, quand j'ai fait mon provider API service, derrière, ce qui est créé, c'est un token qui s'appelle API service, et puis le provider, c'est API service, use class, pour lui dire tu utiliseras telle classe, et ensuite, c'est injecté exactement de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. Donc ceci revient exactement à ce qu'on avait vu tout au début, sauf que c'est un peu plus lourd. Maintenant, ça a aussi son utilité d'utiliser cette syntaxe-là, le use class. On en revient au test, encore une fois.
Supposons que mon service d'API soit un service particulier pour les tests, qu'il y en ait un vraiment à part. Voilà typiquement ce que je peux faire. Ici, je vais lui dire n'importe quel composant, service, pipe, etc., qui aura besoin d'API service, tu vas lui donner test API service. Et puis accessoirement, si jamais test API service ou un autre, je ne sais pas, a besoin de API URL, bah, tu lui donneras ça. Donc avec useClass, en fait, on peut simplement remplacer des services par d'autres sans avoir à tout réécrire. Il y a juste à dire, voilà, maintenant je veux que tu utilises ça. Donc, cas d'usage, les tests. J'en ai un autre que j'ai rencontré il y a un bout de temps, alors je ne sais pas s'il est valide parce que ça a pas mal changé, c'est Angular Universal. Angular Universal, ça sert en fait à faire du rendu côté serveur. C'est-à-dire que vous avez votre code Angular qui tourne sur le navigateur, vous prenez le même code, vous le lancez sur votre serveur et vous obtiendrez le même résultat en termes de HTML. Typiquement, vous pouvez avoir besoin de services qui réagissent d'une certaine façon côté serveur et qui réagissent d'une autre façon côté navigateur. C'est à ce moment-là que vous aurez un module pour le serveur, un module pour le navigateur, et chacun va dire, tiens, maintenant je veux que tu utilises telle classe pour tel service, telle classe pour tel service, dans tel cas. Et pour aller plus loin encore dans cette logique, et là on est en train de parler carrément de bonnes pratiques logicielles, on voit que pour mon user service, donc pas API service, mais user service qui utilise API service. Sauf que mon API, elle fonctionne comment? Est-ce qu'elle fonctionne en, je sais pas, en REST, en GraphQL, en SOAP, je sais pas, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'elle fonctionne dans un cadre de test? Est-ce qu'elle fonctionne... Voilà, on ne sait pas. Donc à un moment, il faut pouvoir se dire qu'on peut changer ça facilement sans que user service soit au courant de ce qui se passe derrière. Encore une fois, là on est en train de parler des principes de... c'est dans les principes solides, donc Single Responsibility Principle, Open Close, donc open for extension et Close for modification, très important. Et donc là on est dans cette logique-là. Donc dans cette logique-là, on va mettre une interface entre user service et tous les services d'API. Donc mon interface API service, elle ressemble à ceci. C'est juste un get avec une URL. Derrière, je peux faire une classe REST API Service qui va donc implémenter API Service et à faire un get. À partir de là, ce qui peut être intéressant si on veut écrire du code, alors je ne vais pas dire du beau code, mais du code qui respecte un certain nombre de pratiques, plutôt que d'injecter maintenant un API Service, on va injecter, plutôt que d'injecter une classe API Service, on va injecter l'interface. Là, pas de miracle, on est obligé de passer par le token, donc avec ce petit new un peu lourdingue, mais par contre, derrière, on peut avoir absolument ce qu'on veut. Et donc, c'est ce que je fais là, c'est-à-dire que je lui dis, tel module, qui serait par exemple, je ne sais pas, le module qui tourne sur le navigateur, quand tu as besoin de API Service, tu reçois REST API Service, et je suis garanti que ça respectera le contrat défini par l'interface. Autre possibilité avec l'injection de dépendance, les factories. Alors je vous ai dit jusqu'ici que tout se passait en termes de configuration et que tout est écrit dans le code. Ce qui peut poser éventuellement un problème parce que ça veut dire que tout est figé au moment où vous écrivez. C'est un peu embêtant. Je vous donne un petit cas d'usage qui m'est arrivé. J'ai un fichier config.json sur mon serveur qui contient, dans un objet qui contient API URL. J'ai écrit un service qui va récupérer ce fichier config.json par HTTP. Et puis moi, j'aimerais bien utiliser cette valeur-là, API URL, pour la réinjecter dans API Service. Le problème, c'est que cette opération de récupération, elle ne se passe pas sur ma machine de dev. Ça fait longtemps que le dev est fini. Donc il faut pouvoir être dynamique au moment de l'injection. C'est typiquement le rôle des factories, les usines, fabriques en français. Donc là, le principe, c'est qu'on va injecter, non pas directement un service, mais on va injecter une fabrique de services. Alors ça se présente comment? Avec le mot-clé useFactory, ça a le mérite d'être assez explicite. Et la particularité du useFactory, c'est que ça peut recevoir des dépendances d'autres services.
Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Au moment où j'ai, je sais pas, mon user service qui a besoin de API service, la toute première fois, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va aller chercher le config service, l'instancier, le créer, faire le boulot, et derrière, il va me retourner mon REST API service configuré avec ce que j'ai utilisé ici. Alors oui, je sais, il y a un new ici, c'est pas idéal, mais comme on est dans une factory, disons qu'on peut le tolérer. Et puis, ici, vous indiquez deps, c'est ce qui sera injecté au moment où on aura besoin de la factory. Enfin, dernier point côté injection. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que là, on irait vraiment beaucoup plus loin. Mais je vous montre juste un peu les principes. Ce qu'on appelle les built-in tokens et les injections multiples. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que jusqu'ici, je vous ai montré qu'on avait créé nos propres tokens. Il se trouve qu'Angular est super sympa. Il nous fournit quelques tokens en interne sur lesquels on peut se greffer. Il y en a un en particulier que j'ai utilisé qui est super pratique, qui s'appelle App Initializer. C'est un token qui dit, voilà ce qui se passe au moment où Angular démarre. Ça veut dire qu'on peut se greffer dessus pour faire des opérations avant qu'Angular ait fait quoi que ce soit. Alors, la petite particularité de ce token, c'est que c'est un multi. J'entends par là que, en fait, quand vous injectez quelque chose, vous l'injectez une fois et puis c'est fini. Vous avez la possibilité avec le multi d'injecter plusieurs choses pour un même token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait en interne, le token App Initializer, il y a rattaché un service interne à Angular qui s'occupe d'y signaliser des trucs, je ne sais pas trop. Comme il est multi, donc ça je vais vous le montrer, ça se passe ici, voilà, déclarer multi avec true. Ce qui va se passer, c'est que la fois suivante où il est appelé, si ça s'est passé d'abord, alors il va avoir une liste de services qui lui auront été injectés. Il aura eu des services multiples, et donc il peut les utiliser. Donc là, je vous ai fait un tour d'horizon avec quelques cas d'usage. Il y a encore plein de choses à étudier sur le sujet, parce que là, malheureusement, on en aurait encore pour 1 heure si je rentrais dans tous les détails. Retenez juste que l'injection de dépendance, c'est bien, et il faut essayer de s'en servir au maximum. Vous le verrez, typiquement par les tests, c'est très utile, mais il y a plein d'autres moments où ça vous tombe un peu dessus. Il faut juste se souvenir dans un coin que Angular est un framework qui vous fournit l'injection de dépendance et que vous devez vous reposer dessus autant que possible pour avoir du code d'abord bien découplé, où chaque bout de code a sa responsabilité unique, et de cette façon-là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus maintenable dans le temps et beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde. Voilà, donc si vous avez des questions...